Ma mère m'a choqué au dîner. Elle a dit, j'ai utilisé ton fonds pour les études pour payer le mariage de ta sœur. Ne sois pas égoïste, a-t-elle ajouté. C'est la famille. Je me suis contenté de sourire. 2 heures plus tard, mon grand-père a demandé nonchalamment, alors. Je m'appelle Martine Robert. J'ai 19 ans, et la nuit où ma famille m'a enfin montré son vrai visage était censé être mon anniversaire. Si vous étiez entré chez moi ce soir-là, vous auriez pensé que c'était une fête de famille comme les autres. Des serpentins pendaient des tringles à rideaux, des ballons en plastique flottaient paresseusement près du plafond, et il y avait une couronne en papier de « reine de l'anniversaire » posée à ma place, en bout de table. Le genre de décoration que l'on attrape à la dernière minute dans le bac des soldes. Vive, bon marché, et étrangement creuse. Ce qui est drôle, c'est que ce n'était même pas leur maison. Ils n'avaient jamais vécu ici, pas un seul jour. Chaque carreau du sol, chaque fourchette dans les tiroirs de la cuisine, chaque grincement dans le couloir, tout cela avait appartenu à mon grand-père. Et 1 an plus tôt, il me l'avait cédé. Juste à moi. Il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit que je l'avais mérité, quoi que cela veuille dire. Mes parents et ma sœur aînée, Béatrice, ne l'avaient pas bien pris, mais ils avaient fait semblant. Des sourires quand ils avaient besoin de quelque chose, le silence quand ils se servaient de moi. C'était notre routine. Et maintenant, voilà ma mère qui se pavanait dans ma cuisine comme si elle en était la propriétaire, ouvrant les tiroirs comme si elle avait payé ne serait-ce qu'une seule cuillère dans cette maison. Où est ton grand plat de service, a-t-elle lancé, en étant déjà à son 3e placard. Dans le tiroir du bas, près du four, ai-je répondu, même si elle le savait déjà. Elle était venue suffisamment de fois pour emprunter des choses et mystérieusement oublier de les rapporter. Elle a fait un petit bruit de mécontentement avec sa langue et la sortie. Tu devrais mieux t'organiser. Les invités remarquent ces choses. J'ai failli rire. Les invités. C'est ce qu'ils étaient, peu importe à quel point ils voulaient l'oublier. Papa était assis à table, voûté sur son assiette, faisant défiler son téléphone comme s'il était allergique au contact visuel. Béatrice était assise en face de lui, sa bague de fiançailles captant exprès chaque lumière de la pièce, constamment inclinée juste comme il fallait pendant qu'elle parcourait Instagram. Toutes les quelques secondes, elle avait un sourire narquois en regardant son téléphone, comme si même ses propres photos l'impressionnaient. J'ai pris ma place, la stupide couronne en papier posée à côté de mon assiette. Maman a tapé dans ses mains. D'accord, a-t-elle gazouillé. Servez-vous tous. Martine a travaillé si dur sur ce rôti. Ce n'était pas le cas. Je l'avais commandé chez un bon traiteur et l'avais disposé moi-même dans le plat, mais bien sûr, laissons-la penser ce qu'elle veut. Nous avons mangé pendant quelques minutes dans ce silence faux et fragile de gens qui ne s'apprécient pas vraiment, mais qui font semblant pour une photo qui n'aura pas lieu. Puis, à peu près à la moitié du steak, maman a souri de l'autre côté de la table. Ce sourire était toujours synonyme de problème, trop large, trop crispé, comme si elle s'apprêtait à vendre quelque chose ou à avouer une faute en attendant des éloges pour cela. Alors, a-t-elle dit d'un ton léger, en coupant sa nourriture. J'ai utilisé ton fonds pour les études pour aider au mariage de Béatrice. Je savais que ça ne te dérangerait pas. La famille passe avant tout. Le couteau dans ma main s'est arrêté juste au-dessus de mon assiette. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon, ai-je dit en clignant des yeux. Tu as utilisé quoi? Elle m'a regardé comme si j'avais demandé de quelle couleur était le ciel. Ton fonds pour les études. Les 20 000 € que ton grand-père t'a laissés l'année dernière. Tu étais juste assise dessus. Tu ne prévois même pas d'aller à l'université l'année prochaine. Et ta sœur a besoin d'aide. Ne sois pas égoïste. 20 000 €. Le chiffre a glissé dans mon cerveau comme de l'eau glacée. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Quel fonds pour les études, ai-je demandé, ma voix beaucoup plus calme que ce que je ressentais. Je n'étais pas au courant de l'existence d'un fonds pour les études. Elle a ri, de ce petit son aigu qu'elle utilise quand elle pense que je fais du cinéma. Oh, allons, Martine. Tu le savais. Tu n'en faisais rien, c'est tout. Nous le gardons dans la famille. Ça va servir au mariage de Béatrice. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, ai-je dit doucement. Si je ne savais même pas que ça existait, comment cela pourrait-il être la même chose? Elle m'a chassé d'un geste de la main comme un moustique. Tu as 19 ans, pas stupide.
Tu savais qu'il y avait de l'argent. Ton grand-père l'a mis en place pour toi. Nous l'avons juste déplacé. Tu vis toujours ici sans payer de loyer, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'accumuler de l'argent alors que ta sœur essaie d'avoir une cérémonie digne de ce nom. J'ai regardé mon père. Il continuait de mâcher, les yeux fixés sur son assiette comme si le steak pouvait le sauver. Papa, ai-je dit slowly. Étais-tu au courant de ça? Il s'est éclairci la gorge et s'est essuyé la bouche avec sa serviette, refusant toujours de me regarder. Ce n'est que de l'argent, Martine. Ta mère a raison. Le mariage de Béatrice est important pour toute la famille. Béatrice a enfin levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu, on va vraiment faire ça, a-t-elle gémi. Tu n'avais même pas l'intention d'aller à l'université. Tu l'as dit toi-même. Papy t'a donné cet argent uniquement parce qu'il se sentait coupable ou quelque chose comme ça. Tu devrais être contente. Ça va servir à quelque chose de significatif. Quelque chose en moi est devenu très, très calme. Ils étaient tous assis dans ma salle à manger, mangeant ma nourriture, faisant des projets avec mon argent dont je ne connaissais même pas l'existence. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi le problème. J'ai pris une longue inspiration et j'ai fait la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. J'ai souri. La conversation s'est interrompue brutalement. Maman a cligné des yeux, décontenancée. Papa a levé les yeux pour la première fois. Béatrice a froncé les sourcils. Quoi? A sèchement demandé maman. Tu as quelque chose à dire? Non, ai-je dit gentiment. Rien du tout. J'ai continué à sourire. Cela semblait les déranger plus que si j'avais crié. Maman s'est éclairci la gorge et a essayé de changer de sujet, babillant sur les arrangements floraux et les plans de table. Béatrice a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose à mon sujet, disant que j'avais toujours besoin d'attention, à voix basse. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. L'air a changé. On pouvait le sentir, comme si la maison elle-même avait pris une respiration. Grand-père Charles est entré, se déplaçant avec ce calme lent et délibéré qu'il avait toujours, comme si rien au monde ne pouvait le presser. Grand-mère Hélène a suivi, silencieuse et observatrice, son regard balayant tout le monde à table, percevant la tension en une fraction de seconde. Joyeux anniversaire, ma grande, a dit grand-père, en me tapotant l'épaule et en glissant une petite boîte emballée devant moi. Merci, ai-je dit, la gorge soudainement nouée. Il a retiré son manteau, l'a drapé sur le dossier d'une chaise, puis a regardé ma mère de l'autre côté de la table. Alors, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il demandait la météo. Comment va ce fonds en fiducie de 20 000 € que j'ai laissé pour Martine? Elle est toujours assise dessus, ou a-t-elle décidé de ce qu'elle allait en faire? C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans toute la pièce. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en l'air. La mâchoire de papa s'est crispée. Béatrice a lentement posé son téléphone. Je me suis tourné vers grand-père, mon pouls battant dans mes oreilles. Quel fonds en fiducie, ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Quoi? 20 000 €. On aurait pu entendre une mouche voler. Les yeux de grand-père se sont aiguisés. Vous ne le lui avez pas dit, a-t-il demandé, sa voix toujours calme, mais avec quelque chose de dangereux qui vacillait en dessous. Maman a été la première à reprendre ses esprits. Bien sûr que nous le lui avons dit, a-t-elle dit rapidement. C'est un malentendu. Nous le gérons pour elle. C'est l'argent de la famille. Grand-père n'a pas détourné son regard de moi. Martine, a-t-il dit doucement. Sais-tu quelque chose à propos d'un compte ouvert à ton nom l'année dernière, avec ton numéro de sécurité sociale, sur lequel 20 000 € de mes fonds ont été déposés? J'ai dégluti. Non, ai-je dit. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à il y a environ 5 minutes, quand maman a dit qu'elle l'avait utilisé pour le mariage de Béatrice. Grand-père a hoché la tête une fois. Calme. Trop calme. Excusez-moi, a-t-il dit en sortant son téléphone de sa poche. Ne bougez pas, le visage de ma mère a perdu toute couleur. Papa, c'est ridicule. Nous en avons parlé. Tout reste dans la famille. Nous nous en occupons. Il s'est reculé de la table et a composé un numéro. Oui, a-t-il dit lorsque l'appel a été connecté. J'aimerais signaler une utilisation non autorisée d'un compte en fiducie. J'ai les documents. Oui, nous sommes à l'adresse de ma petite fille. Passez.
J'aurai le dossier prêt. Maman s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas être sérieux. Tu appelles la police pour ça? Grand-mère Hélène a enfin parlé, sa voix douce mais tranchante. Pour un vol, a-t-elle corrigé? Appelle ça par son nom. Béatrice a ricané. C'est insensé. Ce n'est pas comme si Martine avait gagné cet argent. Papy le lui a juste donné. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas aider la famille? Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Pas de lien fraternel. Pas d'histoire commune. Juste une étrangère qui pensait que ma vie était son plan de secours. 20, peut-être 30 minutes plus tard, des pneus ont crissé dans l'allée. 2 voitures de patrouille. Les agents sont entrés avec cette distance professionnelle, l'un avec un porte-bloc, l'autre posant une main nonchalamment près de sa ceinture. Grand-père les a accueillis à la porte, leur tendant un dossier qu'il avait apparemment apporté avec lui. Documents légaux, relevés bancaires, informations de compte. Ma mère s'est immédiatement lancée dans la gestion de crise. C'est un grand malentendu, a-t-elle dit, en parlant trop vite. C'était nécessaire pour la famille. C'est l'argent de notre fille, et elle fait partie du foyer. Nous ne faisions que réaffecter des fonds. Rien n'a été volé. L'agent a feuilleté les documents, puis a levé les yeux lentement. Madame, a-t-il demandé, avez-vous autorisé un virement depuis ce compte au nom de Martine Robert? Personne ne m'appelle jamais Martine, sauf sur les papiers officiels. L'entendre à voix haute m'a piqué. Maman a hésité une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Eh bien, techniquement, oui, a-t-elle balbutié. C'est son argent, mais en tant que ses parents, nous. Non, a coupé grand-père, sa voix comme de l'acier. Le compte en fiducie a été créé au nom de Martine avec mes fonds. Ses parents n'ont jamais eu accès. Ce n'est pas un malentendu. C'est un retrait non autorisé. Si elle porte plainte, vous risquez des poursuites pour fraude. Le silence a englouti la pièce. Même Béatrice s'est tue. Les agents n'ont arrêté personne sur le champ, mais ils ont expliqué les prochaines étapes. Si l'argent n'était pas restitué immédiatement, une enquête formelle serait ouverte. Il y aurait de la paperasse, des dossiers consultés, peut-être même un tribunal. Le visage de maman était blafard. Papa n'arrêtait pas d'ouvrir la bouche, puis de la refermer. Quand les agents sont partis, la maison semblait plus petite. Maman s'est retournée vers moi, les yeux vitreux de panique et de colère. Tu as vraiment laissé les choses aller aussi loin, Martine. Tu ne pouvais pas simplement nous parler. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Grand-père s'est interposé entre nous, sa voix forte et claire. Vous deux n'êtes plus les bienvenus ici, a-t-il dit à mes parents. Rendez les clés. Je les ai regardés se dégonfler. Pas de cris, pas de dispute. Juste cette petite compréhension amère que, pour une fois, ils avaient poussé le bouchon trop loin. Papa a sorti la clé de rechange de la poche de son manteau et l'a posée sur la table. Maman a suivi, tremblante. Béatrice a attrapé son sac à main et son téléphone, m'a lancé un regard plein de haine et d'orgueil blessé, et est sortie en trombe sans un mot. La porte s'est refermée derrière eux. Pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. Pas vide, paisible. J'ai expiré lentement, réalisant que j'avais retenu mon souffle tout ce temps. Mais en regardant grand-père, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui me disait que ce n'était pas fini. Loin de là. Ce n'était que le premier coup. Le lendemain matin, la maison semblait étrange. Pas étrange de manière effrayante, ni étrange de manière vide, juste différente, comme si l'air s'était enfin purifié après des années à respirer de la fumée sans s'en rendre compte. Je me suis réveillé tard, la douce lumière du matin se déversant sur le sol de ma chambre, touchant les photos encadrées que j'avais gardées, principalement de vieilles photos de moi et de grand-père Charles. Pas beaucoup avec mes parents. Et maintenant, en les regardant, je comprenais pourquoi. Je me suis déplacé lentement dans la maison, écoutant le calme. Pas de bruit de pas, pas de tiroir qui s'ouvre sans permission. Pas de Béatrice qui rit trop fort à quelque chose sur son téléphone. Pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je devrais mieux décorer. Le silence. Le vrai silence. C'était comme la liberté. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ma famille. Quand je suis allé vérifier la boîte aux lettres, c'est là que je l'ai vue. Une enveloppe. Simple. Sans timbre. Sans adresse de retour.
Juste mon nom écrit d'une petite écriture soignée et sans équivoque. Martine. Celle de grand-père. J'ai froncé les sourcils, mon pouce caressant le papier. Pourquoi laisserait-il quelque chose ici? Pourquoi ne pas me le donner hier soir? Une seule façon de le savoir. Je l'ai déchiré. Pas de salutation. Pas de « joyeux anniversaire ». Pas de « avec amour, grand-père ». Juste la première phrase. Si tu as trouvé ça par toi-même, tu es plus perspicace que je ne le pensais. J'ai cligné des yeux en lisant les mots. Pas impoli, juste direct, comme tout ce qu'il disait. J'ai continué à lire. Et je croyais déjà que tu étais la plus vive de cette famille. Mon souffle s'est coupé. La lettre continuait comme un avertissement déguisé en histoire. Il écrivait avoir observé mes parents et Béatrice pendant des années, remarquant les petites manières dont ils essayaient de prendre tout ce qui n'était pas cloué. Leur sentiment que tout leur était dû, leur conviction que tout ce qui était lié à la famille leur appartenait automatiquement. Ce n'est pas de la cupidité, avait-il écrit. C'est une maladie familiale. Je me suis assise sur le banc du couloir, le cœur battant plus vite à chaque ligne. Puis la partie qui m'a glacé les mains. Le fond en fiducie n'était que la surface. Cet argent était un test. Ce qui est caché plus profondément est à toi aussi. Mais seulement si tu prouves que tu ne leur ressembles en rien. Plus profondément? Que voulait-il dire? Un test. Et pourquoi moi? J'ai tourné à la 2e page. En bas, il y avait un court post-scriptum. Vérifie sous le bureau. Tiroir du bas. Tu sauras quoi faire. J'étais sur pied avant même d'avoir fini de lire. J'ai pratiquement sprinté dans le couloir jusqu'à l'ancien bureau de grand-père. La pièce sentait encore les vieux livres et le cèdre, l'odeur qui s'accrochait toujours à ses vestes. La poussière dansait dans la lumière du soleil alors que j'ouvrais les tiroirs à la volée, fouillant parmi de vieux stylos, des reçus, des calendriers périmés. Tiroir du bas. Je l'ai ouvert si vite qu'il a heurté mon tibia. Rien de spécial à l'intérieur. De vieux dossiers, une boîte à cigares vide, une poignée d'élastiques qui avait séché et cassé il y a des années. Mais la note avait 10 sous. Je me suis accroupi et j'ai glissé ma main sous le tiroir. Mes doigts ont effleuré quelque chose de lisse. Du ruban adhésif. Une petite clé USB noire. Sans étiquette. Sans aucune marque, juste là, à attendre. Mon pouls martelait ma gorge alors que je la tenais. Quoi qu'il y ait sur cette chose, c'était important. Grand-père ne faisait rien sans intention. Je l'ai ramené dans ma chambre, je me suis assise sur le bord de mon lit et je l'ai branché sur mon ordinateur portable. Protégé par un mot de passe, bien sûr. J'ai fixé l'invite, puis j'ai attrapé mon téléphone et envoyé une seule ligne à grand-père. Trouvé. Quelle est la suite? 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Dîner. 19h, personne d'autre. C'était tout. Pas d'explication, pas de réconfort, juste un ordre déguisé en invitation. À 19h, j'étais debout sur son porche, les jointures planant au-dessus de la porte comme si j'avais peur de frapper. Il l'a ouverte avant que je ne la touche. Il était temps, a-t-il dit en s'écartant. Il n'était pas en colère. Il n'était même pas surpris. Il avait déjà prédit chacun de mes mouvements. La table de la cuisine était mise, mais pas pour le dîner. Il y avait un ordinateur portable ouvert, un dossier épais, une bouteille de scotch. Il m'a fait signe de m'asseoir. Cette clé USB contient tout, a-t-il dit. Audio, dossier, Even la voix de ta mère demandant l'argent avant tes 18 ans. La pièce a légèrement basculé. Quoi, ai-je murmuré. Il s'est penché en avant et a cliqué sur le pavé tactile. Un dossier intitulé « 2006 » s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des fichiers audio avec des dates. Il a cliqué sur l'un d'eux. La voix de ma mère a rempli les haut-parleurs. Ivre, pâteuse, furieuse. Il a toujours préféré cette gamine. Je suis sa fille, et elle n'est qu'une peste qui a eu la chance de naître au bon moment. Cette maison aurait dû être la mienne. Je me suis figé. L'enregistrement continuait des diatribes, des reproches, des plans mais mes oreilles bourdonnaient si fort que je pouvais à peine enregistrer les mots. Quand grand-père l'a finalement mis en pause, j'ai réalisé que mes yeux me brûlaient. Ce n'était pas récent, ai-je dit. J'étais une enfant. Il a hoché la tête.
6 ans, si je me souviens bien. J'ai appuyé mes paumes sur mes cuisses. Pourquoi avais-tu ça? Parce que, a-t-il dit calmement, je savais qu'un jour tu aurais besoin de l'entendre. Mon estomac s'est noué. Grand-père. Il a levé une main. Il y a plus, a-t-il dit. Beaucoup plus. Immobilier, actions, compte privé, un chalet dans le Jura. Tout à ton nom, si tu le veux. Mon cerveau se rebellait. C'était trop gros, trop important. Pourquoi ai-je réussi à articuler? Pourquoi moi? Pourquoi pas maman? Pourquoi pas Béatrice? Ses yeux se sont durcis. Parce que tu es la seule qui ne prend pas sans donner. La seule qui n'attend rien juste pour exister. La seule qui n'a pas mal tourné. J'avais la bouche sèche. Et maintenant? Grand-père s'est penché en arrière, croisant les mains. Maintenant, a-t-il dit lentement, nous allons au tribunal. Tous les muscles de mon corps se sont tendus. Pour fraude, pour vol, peut-être même pour parjure. Je l'ai dévisagé. Il a continué, tu portes plainte, nous les mettons complètement à l'écart. Financièrement, légalement, définitivement. Mais une fois que tu commences, son regard s'est ancré dans le mien, sans scier, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le silence s'est étiré. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai tendu la main, pris la clé USB, l'ai glissée dans ma poche et j'ai hoché la tête. Grand-père s'est servi un verre, puis m'en a servi un. Très bien, alors, a-t-il dit en levant son verre. Gâchons-leur le mois. Le lendemain matin, ça a commencé. 6 appels manqués. 3 de maman, 1 de papa, 2 de Béatrice. Puis des messages, des paragraphes et des paragraphes commençant par « Tu es puéril. Nous sommes une famille. » Tu réagis de manière excessive, et sombrant dans une rage non filtrée. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. Mais si. Je savais exactement ce que j'avais commencé. Et il commençait enfin à s'en rendre compte. Au moment où j'ai fini de lire le dernier message venimeux de Béatrice, grand-père était déjà assis en face de moi dans le bureau poli et intimidant de son avocat, Maître Laurent. Si vous pouviez imaginer un avocat tout droit sorti d'un drame judiciaire à gros budget, ce serait lui. Costume à rayures, bouton de manchette qui coûtait probablement plus cher que toute ma cuisine. Un regard assez perçant pour déceler les mensonges avant même qu'ils ne quittent votre bouche. Il ne m'a pas accueilli avec chaleur ou sympathie. Il n'en avait pas besoin. La pile de documents sur la table, ceux avec mon nom en haut, indiquait déjà clairement pourquoi j'étais là. Grand-père a tapé une fois sur la table. Commençons. Maître Laurent a fait glisser un dossier vers moi avec de longs doigts élégants. Ceci, a-t-il dit, est le projet de poursuite civile. Fraude et retrait non autorisé de fonds en fiducie. Un autre dossier. Ceci est pour les accusations criminelles, vol qualifié. Un autre. Et ceci est une proposition d'injonction pour geler tous les comptes liés au fonds en fiducie jusqu'à ce que nous terminions notre enquête. J'ai dégluti. Les pages sont devenues légèrement floues alors que je les parcourais. Les noms de mes parents, le nom de Béatrice, mon nom légal, formel, lourd. Tout est soudain devenu réel d'une manière que ça n'avait pas été la nuit dernière. Une fois que nous aurons déposé ces documents, a poursuivi Maître Laurent, ils ne pourront accéder à aucun fonds lié à la fiducie. Pas pour le mariage, pas pour la maison, pas pour quoi que ce soit. J'ai hésité. Le mariage? Il a joint le bout de ses doigts. Si des fonds de votre fiducie ont été utilisés directement ou indirectement, alors tous les paiements du mariage deviennent légalement gelés. Les fournisseurs doivent être informés. Les contrats sont suspendus, certains peuvent être résiliés. Mon estomac s'est noué, non par sympathie pour Béatrice, mais par l'ampleur de ce que cela allait déchaîner. Grand-père m'observait attentivement, lisant chaque lueur d'émotion sur mon visage. Il ne s'agit pas de ruiner un mariage, a-t-il dit. Il s'agit de mettre fin à un schéma. J'ai hoché la tête, même si une petite partie de moi ressentait une pointe de culpabilité. De courte durée, mais réelle. 2 heures plus tard, Maître Laurent a déposé la première vague de paperasse. Et 2 heures après ça, les retombées ont commencé. On a frappé à ma porte rapidement, fort, frénétiquement, avec urgence. Quand j'ai ouvert, Marc, le fiancé de ma sœur, était là, pâle et en sueur, respirant comme s'il avait sprinté tout le long du chemin. Sa cravate était de travers.
Ses cheveux étaient humides, ses yeux hagards. Martine, a-t-il lâché. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a passé une main dans ses cheveux. Les fournisseurs nous lâchent. Le fleuriste a annulé. Le lieu de réception exige un nouvel acompte parce que les paiements ont été refusés. Le traiteur a dit qu'il ne servirait pas de l'argent volé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je l'ai regardé, imperturbable. Demande à ta future belle-mère. Sa mâchoire s'est crispée. Elle m'a dit que ton grand-père avait promis de tout payer. Que tu fais une crise de colère parce que tu ne voulais pas que ta sœur ait un plus beau mariage que toi un jour. J'ai failli rire. Elle a dit ça? Il a hoché la tête, son visage se fissurant sous le poids de tous les mensonges dont il avait clairement été nourri. Marc, ai-je dit en m'approchant. Mon grand-père n'a rien promis. Mes parents ont volé l'argent. Et Béatrice le savait, ou du moins, elle ne voulait rien savoir pour pouvoir continuer à en profiter. Il a dégluti difficilement. Ses yeux ont vacillé avec quelque chose qui ressemblait un peu à de la honte. Elle a dit que tu déformerais les choses. Que tu as toujours été jalouse. Que tu fais ça pour la saboter. Typique de Béatrice. J'ai croisé les bras. Tate et elle dit qu'ils avaient imité ma signature. Le visage de Marc a perdu toute couleur. Imiter quoi? J'ai expiré lentement. Tu dois parler à Maître Laurent. C'est lui qui s'occupe de tout. Il avait l'air d'un homme qui réalise que le sol sous ses pieds est des sables mouvants. Je ne sais même plus qui croire, a-t-il murmuré. Alors commence par les faits, ai-je dit, pas par le récit. Il n'a pas répondu, s'est juste reculé, abasourdi, et est parti. Le soir, les appels ont cessé. Les messages se sont raréfiés. La tempête s'est calmée, ce qui m'effrayait davantage. Quand ma famille se tait, cela signifie qu'elle se regroupe, complote, prépare son prochain coup. 48 heures plus tard, ce coup est arrivé. J'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai failli ne pas la reconnaître. Béatrice, sans maquillage, les cheveux emmêlés, les yeux gonflés et vitreux, la façade de princesse parfaite brisée. Martine, a-t-elle croassé. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je ne me suis pas écarté. Je n'ai pas non plus claqué la porte. Je suis simplement resté là. Elle a laissé échapper un souffle brisé. Puis-je entrer, s'il te plaît? Quelque chose dans la crudité de sa voix m'a fait bouger juste assez pour qu'elle se faufile. Elle est entrée dans le salon comme si elle avait oublié à quoi il ressemblait sans que le sentiment de tout mériter ne l'aveugle. Elle s'est assise, les mains tremblantes. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, maman est au plus mal, a-t-elle murmuré. Papa ne veut pas sortir de la chambre. Et l'avocat a envoyé quelque chose de terrifiant ce matin. Je suis restée silencieuse. Elle a continué. Ils disent que nous t'avons volé. Que nous avons commis une fraude. Mais nous sommes une famille, Martine. Nous ne voulions pas, arrête. Elle a cligné des yeux. Vous ne vouliez pas, ai-je demandé doucement. 20 000 € ont disparu à mon insu, et tu me dis que personne ne voulait rien. Elle a serré ses paumes l'une contre l'autre. Je sais que ça a l'air grave, mais peut-être qu'on peut arranger ça en famille. Peut-être que si tu parles à Maître Laurent et que tu dis que tu ne veux pas porter plainte. Béatrice, ai-je dit sèchement. Non. Son visage s'est glacé. D'un coup, le masque est tombé. Martine, a-t-elle lancé, son ancien ton refaisant surface. Ça va trop loin. Tu es en train de tout gâcher. Le mariage est détruit. Les gens parlent. Les parents de Marc sont furieux. Est-ce que tu comprends de quoi ça a l'air? Ce n'est pas mon problème. Si, a-t-elle sifflé, se penchant en avant, les yeux flamboyants. Ça devient ton problème quand ça fait passer toute la famille pour des fous. J'ai presque souri. La voilà. La vraie. Mais ensuite, elle a sorti un dossier. Épais, d'aspect officiel. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé lentement. Une solution, a-t-elle dit. Je l'ai ouvert. Un accord à l'amiable. Un accord juridique stipulant que moi, Martine Robert, j'acceptais d'abandonner toutes les charges en échange d'un plan de remboursement informel. Ça avait l'air légitime. Le langage était précis, la mise en page parfaite, sauf en bas, ma signature. Ma signature,
parfaitement copié. Un seul problème. Je n'avais jamais rien signé. La pièce a tourné. Béatrice, ai-je dit doucement. D'où ça vient? Elle a expiré, tremblante. Signe-le à nouveau, pour de vrai cette fois. Et tout disparaîtra. Je l'ai regardé. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo de chaque page. Les yeux de Béatrice se sont écarquillés. Martine, qu'est-ce que tu fais? J'ai envoyé les images par texto à maître Laurent en disant un seul mot. Falsifié. Puis je me suis levé. Sors. Martine. Sors. Elle est partie dans une tempête de larmes et de fureur, trébuchant presque sur elle-même en fuyant vers sa voiture. La porte a claqué derrière elle. La maison est redevenue silencieuse. Pas paisible cette fois. Un silence aigu, froid, final. Cette nuit-là, maître Laurent l'a confirmé. Une autre accusation criminelle, falsification de documents. Maintenant, ce n'était plus seulement une malversation financière. C'était une affaire criminelle complète, et ma famille n'avait aucune idée à quel point les choses allaient s'aggraver, parce que le lendemain matin, grand-père est arrivé avec un dossier si épais qu'il aurait pu être un manuel scolaire. Il l'a posé sur ma table et l'a tapoté une fois. Il est temps de passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Son sourire était petit, impitoyable. La deuxième hypothèque de tes parents, a-t-il dit. Celle que j'ai co-signée il y a des années. Celle qu'ils n'ont jamais payée. Mon cœur a raté un battement. Et alors? Je couvre discrètement les intérêts depuis des années. Il a fait une pause, savourant mon expression. Plus maintenant. J'ai cligné des yeux. Grand-père. Dans 60 jours, a-t-il dit, ils perdent la propriété. Je l'ai regardé, stupéfaite. Il a pris une gorgée de café. Ils le découvriront demain, a-t-il dit nonchalamment. Au barbecue. Oh quoi? Il a souri. Oh, je ne te l'ai pas dit? J'organise un barbecue familial, et il est temps que tout le monde apprenne la vérité. J'ai dégluti, un étrange mélange de peur et d'anticipation tourbillonnant dans ma poitrine. Parce que demain, ce n'était pas juste un barbecue. C'était l'heure des comptes. Le lendemain est arrivé, chaud et faussement lumineux. Le genre d'après-midi qui aurait dû être paisible. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres, une brise légère caressant les rideaux, mais mon estomac s'est tordu toute la matinée. L'idée que grand-père se faisait d'un barbecue n'était pas une réunion de famille décontractée. C'était un champ de bataille déguisé avec de la salade de pommes de terre et des chaises pliantes. À midi, je me suis ressaisi et j'ai conduit jusqu'à chez lui. Des voitures bordaient la rue. Oncle, tante, cousins, tous les parents qui n'apparaissaient que lorsque les ragots étaient garantis. On pouvait presque sentir la curiosité dans l'air. Le jardin de grand-père était aménagé comme pour une célébration. Des tables drapées de nappes à carreaux, un grill grésillant, des glacières remplies de boissons, des gens qui riaient, prétendant que ce n'était qu'un autre dimanche joyeux. Mais toutes les quelques secondes, les yeux de quelqu'un se tournaient vers moi, chuchotant derrière leurs mains, faisant semblant de ne pas faire exactement ce qu'ils faisaient. Je me tenais au bord du jardin, sentant le poids de chaque regard. Tante Michel s'est approchée la première. Ma chérie, a-t-elle dit d'un ton trop mielleux. Nous avons entendu beaucoup de choses. Est-ce que tout va bien avec tes parents? Ta mère a dit que tu avais mal compris quelque chose. J'ai forcé un sourire neutre. J'ai parfaitement compris. Son expression a vacillé. Elle m'a tapoté le bras maladroitement avant de s'éloigner pour répandre la nouvelle interprétation qu'elle avait glanée. Puis oncle Robert est venu. Tu sais, a-t-il dit en se grattant la nuque. Les familles se disputent. L'argent, c'est compliqué. Peut-être que vous devriez tous vous asseoir. Et je n'ai même pas pris la peine de répondre. Il a vite compris le message et s'est retiré. Tout le monde voulait le fin mot de l'histoire. Mais la vraie révélation n'avait même pas commencé. Mes parents sont arrivés avec 40 minutes de retard. Bien sûr. Maman est entrée la première, portant des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle arrivait sur un tapis rouge. Papa la suivait, raide et silencieux. Béatrice s'accrochait au bras de Marc si fort qu'on aurait dit qu'elle avait peur qu'il s'enfuit si elle le lâchait. L'atmosphère du jardin a changé dès leur arrivée. Les conversations se sont arrêtées. Les regards les ont suivis. Les fourchettes se sont figées en l'air.
Maman a levé le menton, a souri largement et a salué de la main comme si elle était Miss France. Martine, a-t-elle lancé, se dirigeant vers moi les bras ouverts. Je n'ai pas bougé. Son sourire a vacillé. Nous devons vraiment parler d'eux. Non, ai-je dit. Nous n'avons pas à le faire. Sa mâchoire s'est crispée derrière son faux sourire. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Ça a été trop loin. Tu nous mets dans l'embarras. Bien, ai-je dit calmement. Ses narines se sont dilatées. Papa s'est avancé, la saisissant fermement par le bras. Essayons juste de rester civilisés, a-t-il marmonné. J'allais répondre quand la voix de grand-père a retenti dans le jardin. Tout le monde, rassemblez-vous. Le bruit a cessé instantanément. Il se tenait près d'une table de pique-nique, une grande boîte en carton à ses pieds. Grand-mère Hélène restait à proximité, les mains soigneusement jointes, l'expression illisible. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. Grand-père a attendu que tout le jardin l'entoure. Parents, frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, voisins, même les parents de Marquis avaient l'air profondément mal à l'aise. Une fois la foule stabilisée, grand-père a tapoté la boîte. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair, a-t-il dit d'une voix forte. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de mensonges. Et comme cette famille aime prétendre que tout va bien, j'ai pensé qu'il valait mieux faire ça au grand jour. Maman a visiblement paniqué. Papa, ne fais pas ça. Il a levé une main. Elle a fermé la bouche d'un coup sec. Grand-père a plongé la main dans la boîte et en a sorti une épaisse liasse de papier. Il a commencé à les distribuer. Un à tante Michel, un à oncle Robert, un à Béatrice, un à mes parents, un à Marc et sa famille. Il a continué à les distribuer jusqu'à ce que presque tout le monde en tienne une copie. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà ce que c'était. Il s'est éclairci la gorge et a projeté sa voix, profonde et stable. Ces documents, a-t-il annoncé, détaillent le vol des fonds en fiducie de Martine. 20 000 €, volés par ses propres parents. Une vague de murmures choqués a parcouru la foule. Le visage de maman a perdu toute couleur. Papa a serré les poings, impuissant. Grand-père n'avait pas fini. Il est passé à la section suivante. Ici, a-t-il dit, vous trouverez le rapport de police déposé après que la mère de Martine a utilisé illégalement le compte de Martine et a ensuite menti aux agents sur le fait d'y avoir accès. Des halètements. Ici, a-t-il continué, se trouve la preuve d'un accord de règlement juridique falsifié, rédigé par Béatrice en utilisant la signature copiée de Martine. Les genoux de Béatrice ont fléchi. Marc l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe complètement. Son visage est passé du choc à l'horreur puis à la rage en l'espace d'un battement de cœur. Et ici, a dit grand-père en sortant un plus petit dossier, se trouve une déclaration de véhicule volé. Plus précisément, la voiture que conduit la mère de Martine, qui est toujours légalement la mienne. Elle recevra un avis officiel cette semaine. La main de maman s'est portée à sa gorge. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça devant tout le monde. Il l'a complètement ignoré. Enfin, a-t-il dit, la voix s'élevant, voici les avis de saisie immobilière pour la maison dans laquelle vivent ma fille et mon gendre. Pendant des années, j'ai couvert leurs intérêts impayés par pitié. Cette pitié a expiré. Papa a reculé en titubant, s'agrippant à la clôture pour garder l'équilibre. Papa, tu ne peux pas, grand-père l'a coupé sèchement. Je peux. Je l'ai fait. Et vous serez dehors dans 60 jours. Le jardin est devenu complètement silencieux. Un enfant a laissé tomber une brique de jus quelque part derrière moi, le léger bruit d'éclaboussure a presque résonné. Grand-père s'est tourné vers la foule et a levé les mains. Tout cela, a-t-il dit, était caché, enterré sous des excuses. Mais Martine, il m'a pointé du doigt, sa voix soudainement chaleureuse, fière, est la seule de cette famille qui a mérité ma confiance. Elle est la seule qui a de l'intégrité. Une boule s'est formée dans ma gorge. Il n'avait pas encore terminé. Tout ce que j'ai lui reviendra, et quiconque pense avoir droit à une part peut considérer aujourd'hui comme son dernier avertissement. Les halètements et les chuchotements ont enflé comme une ruche secouée. Maman a éclaté en sanglots, son mascara coulant sur ses joues. Papa fixait le sol, vide, vaincu. Béatrice, le visage rouge et tremblant, a jeté les papiers sur Marc et a sifflé quelque chose de colérique, d'incohérent. Grand-père m'a regardé, ses yeux s'adoucissant.
Tu n'as rien besoin de dire, a-t-il murmuré. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine. Pas le triomphe, pas la vengeance, la paix. La vraie paix. J'ai regardé la famille qui avait toujours pris de moi, m'avait utilisé, rabaissé, ignoré, être exposé sous la dure lumière de ses propres actions. Il n'y a pas eu de cri, pas d'effondrement dramatique, juste la vérité, silencieuse et crue. Maman s'est essuyé le visage et m'a regardé à travers son eyeliner maculé. Martine, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Comment as-tu pu laisser les choses en arriver là? J'ai soutenu son regard fermement. C'est vous qui les avez amenés ici, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant. Elle s'est effondrée. Là, juste devant tout le monde, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Papa l'a guidée pour l'éloigner. Béatrice a suivi, tremblante, son monde parfait s'écroulant entre ses mains manucurées. La foule s'est lentement dispersée, chuchotant en partant. Grand-père a posé une main sur mon épaule. Viens, a-t-il dit gentiment. Mangeons un peu de gâteau. Et pour la première fois depuis des années, j'avais vraiment envie de célébrer. Pas la destruction de ma famille, mais la reconstruction de moi-même. La paix de ne plus porter leur poids.